Bonjour à tous, 4e épisode des Décideurs de la relation client, le rendez-vous qui vous donne les bonnes pratiques, les bons usages, les bons outils pour mener à bien votre gestion de la relation client. Aujourd'hui, on va parler automobile et relation client, les enjeux et l'avenir de cette discipline. A tout de suite. Et sur notre plateau, pour en parler aujourd'hui, Frédéric Durand. Bonjour Frédéric. Roxane, bonjour. Vous êtes notre expert récurrent, vous êtes fondateur de Diabolocom et j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Pasquier. Bonjour Emmanuel. Bonjour Roxane. Vous êtes en charge de l'offre produits et services pour l'automobile chez Sage, oui. Pour la France et l'Europe. Absolument. Vous allez tout de suite nous en dire un petit peu plus sur le métier de Sage et ça va être dans la minute définition. A tout de suite. Sage est un éditeur de logiciels présent dans le monde entier qui a développé une offre spécifiquement pour le monde de l'automobile et qui édite en fait des solutions qu'on appelle des DMS, qui est un acronyme anglais pour Dealer Management System, qui signifie en français en fait logiciel de gestion et qui va permettre à tout concessionnaire et réparateur automobile de gérer l'ensemble de son activité depuis les fonctions nécessaires à l'atelier, à la gestion des pièces au magasin ou son activité commerciale pour vendre des VN, des véhicules d'occasion. Merci Emmanuel pour cette définition. On va tout de suite voir pourquoi la relation client dans l'automobile est particulière. On va écouter tout de suite le témoignage de Muriel de Tory, directrice de la relation client chez Mercedes, et d'Anne Mallet, directrice de la relation client chez BMW et Mini. Je crois beaucoup à l'achat-passion, surtout pour la marque Mini. C'est vraiment l'achat-passion, les clients parlent en termes amoureux. Les produits sont quand même technologiques, sûrs, fiables, mais aussi on cherche dans le style, donc ça sera la passion. Donc on vient de l'entendre, achat-passion, l'achat d'un véhicule c'est tout de même particulier, c'est motivé par le cœur. Comment font les constructeurs et les distributeurs pour se plier à ces exigences? Doivent-ils jouer sur les motifs pour vendre? Alors, je pense que oui, la part de l'émotif est extrêmement importante. On voit d'ailleurs, plus particulièrement au cours de ces dernières années, énormément de constructeurs plutôt premium ont développé toute une stratégie autour du sport, comme le ski, le golf, la voile, autour des événements artistiques, avec du sponsoring, de création musicale, de création cinématographique, ces différents-là, pour au final créer une atmosphère, une ambiance et associer leurs clients, leurs futurs clients à leur image, à leur marque et faire en sorte que ces derniers se sentent en adéquation avec les valeurs véhiculées par les C'est pour créer un esprit de marque. C'est créer de la proximité avec le client en l'associant sur des valeurs communes qui ne sont pas liées à la voiture, mais qui sont liées à un art de vivre, à un mode de vie, ces différents éléments. On va voir que la GRC n'est pas gérée partout de la même façon. Il y a des grosses disparités en fonction des pays. On va tout de suite écouter Philippe Poirier, qui est directeur des opérations pour le groupe TTA, qui est le distributeur de Toyota. On l'écoute. Au niveau du Japon, vous avez une reconnaissance de la plaque d'immatriculation de la voiture lorsque vous arrivez en concession. L'hôtesse d'accueil vous reçoit par votre nom et le vendeur automobile a tout l'historique de votre véhicule sur son écran qui apparaît, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la prévente. Voilà, donc les liens sont extrêmement étroits et c'est ce que l'on cherche à mettre en place en France. On vient de l'entendre, la relation client c'est crucial au Japon, c'est toute une manière, une façon d'approcher le client. Est-ce qu'il y a des disparités entre les pays par exemple d'Europe ou entre d'autres pays du monde? Ce qu'on note de différent en fonction des pays, c'est véritablement dans quelle mesure le constructeur prend ou pas la main sur les distributeurs pour organiser la relation client avec le client final, avec le conducteur automobile. Donc ça, c'est une différence importante. Il y a aussi des différences notables dans le mode de distribution, puisqu'on constate que combien même aujourd'hui, quel que soit le pays, ou même en France, les distributeurs sont multimarques, on ne fait pas la vente multimarque de la même manière dans tous les pays. On voit en Espagne, au Portugal, de véritables cathédrales multimarques dans un même point de vente qui se créent, alors qu'en France, le multimarquisme, très souvent, on dédie un espace de vente spécifique à chacune des marques, ce qui amène à traiter la relation client un peu différemment. Et l'autre différence également qu'on note, c'est que en France, on se focalise beaucoup sur le véhicule, c'est-à-dire qu'on veut
on a une relation client pour faire venir le client pour qu'il achète un nouveau véhicule, alors que d'autres pays, je pense notamment aux pays d'Europe du Nord, Hollande, Belgique, Danemark, ont eux orienté leur relation client vers véritablement la partie après-vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne se limitent plus à faire venir des clients dans des concessions pour acheter des voitures, mais aussi pour leur faire acheter du service. C'est là tout l'enjeu, puisque en fait, une grande partie du chiffre d'affaires des constructeurs est fait non pas sur l'achat du véhicule même, mais sur tous les services annexes, toutes les pièces, les réparations, la révision. Alors effectivement, c'est une réalité, c'est-à-dire que dans une concession automobile, aujourd'hui, c'est le véhicule neuf qui fait le chiffre d'affaires, et c'est très souvent l'activité après-vente qui fait la rentabilité. Donc il est extrêmement important aujourd'hui de capter ce flux d'affaires, de conserver un client captif puisqu'il a acheté un véhicule neuf chez vous et c'est naturel normalement qu'il vienne dans vos ateliers pour faire réparer son véhicule ou ses phases d'entretien périodiques. Mais ça, je dirais que ce n'est pas encore suffisamment implémenté de mon point de vue, puisque aujourd'hui environ 45 à 50% de la rentabilité d'une concession automobile se fait à la prévente. Hein. Ça dépend des réseaux en fonction de leur positionnement, mais c'est quelque chose qui doit aujourd'hui véritablement devenir un élément majeur pour un concessionnaire automobile que de se focaliser sur sa relation client après-vente. On pourrait aussi se poser la question si ces différences de positionnement ne sont pas liées aussi au fait qu'un pays dispose de constructeurs nationaux ou pas. En France, voilà, c'est la force de frappe de Renault. Voilà, en France, nous avons des constructeurs nationaux assez forts, avec une logique donc, de production et de vente de véhicules, tandis que les pays que par exemple vous avez cités, en particulier ces pays nordiques, n'ont pas de constructeurs et sont peut-être à la limite plus détachés de la vente du véhicule neuf en tant que tel et plus orientés sur la partie service qui est une valeur ajoutée qu'ils sont capables, qu'ils maîtrisent et qu'ils apportent par eux-mêmes. C'est effectivement une des explications, puisque c'est une spécificité de quelques pays que d'avoir encore de grands constructeurs automobiles présents dans leur pays natif, voilà, réalisant encore une partie importante de leur chiffre d'affaires dans ce même pays et qui sont très présents aussi pour ça. Et effectivement, comme tu le disais Frédéric, il y a beaucoup de pays où aujourd'hui la distribution est assumée par des entités plutôt de nature privée et qui ne se positionnent pas de manière aussi forte vis-à-vis de leur réseau de distribution. En plus, il y a un réel affect pour les constructeurs français chez nous. Oui. On va parler constructeurs et justement le clivage avec les distributeurs. Qui est-ce qui doit supporter la relation client? On va tout de suite écouter quelques témoignages, notamment de TTA à nouveau, de Anne Mallet, donc, qui était la directrice de la relation client chez Mini, et de Cosivuti. Ils vont nous donner leur avis sur cette question. 25% de TTA est détenu par Toyota Motor Corporation. Donc nous faisons partie de la famille, donc il n'y a absolument aucune divergence à notre niveau. Le groupe est là pour apporter toutes les technologies possibles à cette information, mais je pense que c'est le rôle vraiment du concessionnaire envers son client que de communiquer très directement avec lui et de l'informer de tout le côté événementiel de la concession sur son territoire. Avec l'évolution du net, le distributeur aura un impact sur le consommateur, le client. D'où se pose la question, à qui appartiendra demain le client? Au constructeur ou au distributeur? Et tous les constructeurs aujourd'hui se posent la question, certains avancent, d'autres hésitent, mais la question de demain, c'est quel est le périmètre à accorder aux distributeurs et aux constructeurs. Et c'est véritablement une bataille qui est lancée. Et je rêve d'être partie prenante à cette bataille. Cosivuti nous parle de bataille. Y a-t-il véritablement bataille entre les constructeurs et les distributeurs? Est-ce qu'ils peuvent s'entendre sur la relation client? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme solution dans ces cas-là? Le marché automobile est un marché qui est concurrentiel. Concurrentiel, en tout cas sur la partie des véhicules qui ne correspondent pas à des achats coup de cœur ou liés à une émotion forte, où c'est un achat raisonné, on va regarder les aspects pratiques, les volumes de chargement, la consommation, etc. D'un autre côté, vous avez tous les achats de véhicules entre guillemets passion, où là, de toute façon, en général, le client, avant de rentrer dans la concession, sait que c'est ce véhicule-là, ce modèle-là, avec tel moteur, etc., qu'il veut. Voilà. Après, au niveau de la communication, pour moi, la communication, elle doit être menée à différents niveaux. Par le constructeur qui va donner les grandes lignes directrices, qui va définir une stratégie et la partie haute de la tactique, et puis le distributeur en local qui est celui qui maîtrise le dernier maillon avec le client et qui va pouvoir mener des opérations comme organisation d'un événement pour la présentation d'un véhicule, d'un cocktail, enfin, c'est différentes choses. Il n'est pas seulement vecteur du message du constructeur, mais il est aussi... Il déploie une tactique en local. Ils ont tout intérêt à ne surtout pas s'opposer. Je pense que les réseaux où ça marche, ce sont les réseaux où le constructeur et son réseau ont fait converger une stratégie de relation client.
Et comme le disait Frédéric, il est exact que si au niveau du constructeur, ils sont capables de véhiculer l'image du produit, ils ont la puissance pour ça, ils ont la puissance financière aussi, ils ont la capacité à lever des moyens à un moment donné pour orchestrer une relation client avec des centres d'appel, avec ce genre de choses. Mais il est absolument nécessaire que son réseau adhère, puisque une fois que le client a capté le message à la télévision ou sur un site internet, celui avec qui il va concrétiser cette relation, c'est le concessionnaire. Alors, les trophées de la relation client ont élu cette année Mercedes, meilleure relation client du monde de l'automobile. On va tout de suite écouter Muriel de Tori, qui est directrice de la relation client chez Mercedes. Elle va nous expliquer pourquoi ils ont gagné. Il y a eu des gros programmes concernant la satisfaction client et on a vraiment sensibilisé le personnel aussi bien au siège social mais également bien sûr sur le réseau puisque c'est eux qui se trouvent en contact direct et quotidien avec la clientèle et on les a vraiment sensibilisés à l'écoute du client. Les collaborateurs sont beaucoup plus tournés vers le client, beaucoup plus à l'écoute, plus compréhensifs, ont plus d'empathie vers la clientèle et je crois que c'est ces points-là qui ont fait la différence. Voilà, Muriel de Tori nous parlait du service, de l'écoute des collaborateurs. En même temps, c'est quelque chose qu'on attend d'une marque comme Mercedes, c'est avant tout du haut de gamme, du premium. Est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'un autre constructeur, un plus petit constructeur qui mettrait moins l'accent sur le service client peut prétendre à une telle récompense? Je pense à des petits constructeurs, des nouveaux constructeurs qui essaient de modifier leur image, on pense à Skoda. Est-ce que Skoda peut prétendre à un service client comme celui de Mercedes et est-ce vraiment son rôle? Moi, je pense que ce n'est pas une question de palette de services, c'est une question de qualité du service qui est rendu. Donc effectivement, un constructeur comme Mercedes va avoir un nombre de clients plus réduit qu'un groupe comme Volkswagen ou autre, mais ils auront en contrepartie des clients plus exigeants, donc ils auront plus d'efforts à fournir pour répondre aux attentes de leurs clients. Ce que vous voulez dire, c'est quand on achète BMW, on est plus exigeant que quand on achète Skoda ou Volkswagen. En tout cas, on est plus attentif à certains services supplémentaires que le constructeur pourrait nous fournir. Et sur des constructeurs plus premium, on va être attentif et on va être en attente de services plus sur mesure, des invitations à des événements, ces différentes choses qui pour un constructeur généraliste, financièrement, ne seraient absolument pas viables. D'accord, donc ils n'auraient pas d'avantage à rentrer dans ce créneau-là du service premium. Alors en fait, aujourd'hui, la problématique de marques telles que vous les citez, mais il y en a d'autres, souvent des marques asiatiques, c'est que ils ont aujourd'hui comme critère de différenciation très souvent la simplicité de leurs produits et le positionnement prix. Mais on voit bien qu'ils cherchent tous à monter en gamme. Et globalement, aujourd'hui, on fait plus de marge sur une Skoda Superbe que sur une Skoda Fabia, pour parler de Skoda. Même si je n'ai pas d'informations précises sur les marges de Volkswagen, mais enfin je l'imagine facilement. Et donc tout l'intérêt, c'est justement de créer une relation différente avec les clients quand on est Skoda, qui est souvent plutôt plus valorisée, parce qu'on ne s'attend pas à trouver ce type de service. Ou si on s'y attend, en tout cas on est content de se rendre compte que ça existe vraiment. Alors que chez BMW ou Mercedes, c'est acquis, donc quelque part on n'est pas surpris. Et puis, oui, il y a déjà ça, et puis il y a aussi le fait qu'il est plus difficile peut-être de monter en gamme à un moment donné quand on est chez BMW que quand on est chez Skoda. Oui, la marge de progression est... Voilà, donc, et ces marques, ou en tout cas, il y a une stratégie de positionnement produit différente, et des marques comme celle-ci se servent de leurs distributeurs comme un relais pour participer à la montée en gamme de leur offre et de la perception que les conducteurs ont des produits de type Skoda. Bien. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, qui peuvent réagir aux émissions, qui peuvent nous proposer des thèmes, qu'ils peuvent lancer des débats, etc., poser des questions qui les taraudent sur tout ce qui est relations clients. La prochaine fois, on parlera de fidélisation, comme on devait parler cette semaine, mais il y a un petit chamboulement d'agenda. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.